À la une de l'actualité, la fermeture des frontières terrestres ivoiro-burkinabè a objectivement atteint ses limites au regard de l'accalmie de la situation sanitaire. C'est la conviction de l'ADP, l'Alliance pour la défense de la patrie, qui demande alors au gouvernement d'envisager avec son voisin ivoirien la réouverture des frontières terrestres afin d'alléger la souffrance des populations des deux pays. C'est le sujet qui alimente les débats ces dernières semaines, l'affaire d'aiguilles retrouvées dans l'aile du poulet prêt à être consommé. Mais au-delà de cet incident, il y a le fait que le poulet dit flambé peut contenir des effets nocifs pour la santé en fonction du mode de cuisson selon un spécialiste. Ces faits remettent au goût du jour la question de la qualité des aliments que nous consommons. Réaction d'un spécialiste de l'hygiène alimentaire et de la Ligue des consommateurs à suivre dans un instant. Et puis toujours dans le même registre avec cette interrogation, comment certains produits alimentaires importés et de qualité douteuse arrivent-ils à franchir les frontières burkinabè? L'élève inspecteur des douanes, Mamadi Congo, en a fait son thème de mémoire. Il fait cas d'un manque de coordination entre les différentes structures de dédouanement. Bonjour, mesdames et messieurs. Vous êtes au 13h de la télévision BF1 et vous faites bien. Merci de nous choisir. Nous aurons un invité dans ce journal, Madame Mariam Doumbia, promotrice du festival de grillade en abrégé Festigrille, sera là pour nous parler de son événement, mais aussi elle réagira sur la qualité des aliments de la grillade qui fait actuellement débat. Et justement, il y a un peu plus d'une semaine, un consommateur découvrait 2 aiguilles dans l'aile d'un poulet qu'on venait de lui servir dans un restaurant de la place. L'image a choqué et indigné plus d'un Burkinabè. Mais au-delà de cet incident, il y a le mode de cuisson du poulet dit flambé qui peut être nuisible à notre santé. Se pose dès lors la question de la qualité de ce que nous consommons. Dans le dossier qui va suivre, vous entendrez les avis d'un spécialiste en hygiène alimentaire et de la Ligue des consommateurs sur la question. Archimède Boy. 2 aiguilles dans l'aile d'un poulet flambé dans un restaurant à Ouagadougou. C'est l'image qui a suscité l'émoi sur les réseaux sociaux. En effet, le 12 août dernier, un internaute publiait sur le réseau social Facebook avoir retrouvé 2 aiguilles dans un poulet qu'il consommait. Au-delà de l'indignation sur la toile, cette affaire pose la problématique de l'hygiène dans nos assiettes. Pour le docteur Raoul Bazier, biochimiste au Laboratoire national de santé publique, le danger est bel et bien dans nos assiettes. Donc, en plus du danger physique que l'aiguille peut en elle-même constituer un danger pour le consommateur, parce que c'est un objet tranchant qui peut le blesser par la bouche, ou bien si c'est des aiguilles de petite taille qui peut dissimuler même dans son tube digestif pour perforer même par là. Donc, au-delà de ce caractère métallique, j'allais dire, de l'aiguille, il y a aussi qu'il peut être contaminé par d'autres types de dangers, de contaminants chimiques ou biologiques, et bon, qui va concourir toujours à exposer le consommateur à un certain nombre de maladies, à un certain... Celui qui a soutenu récemment sa thèse sur la composition et les risques chimiques associés à la consommation des poulets fumés et grillés au Burkina soutient qu'il ne faut pas pour autant avoir peur de consommer le poulet flambé. Il invite plutôt les vendeurs à se préoccuper de la santé des consommateurs. Notamment par l'observance d'un certain nombre de bonnes pratiques d'hygiène, de bonnes pratiques de transformation, mais aussi de demander aux consommateurs aussi d'être vigilants. Je pense que le monsieur qui a pu observer cette aiguille-là a été très vigilant, sinon ça aurait pu créer un problème et on allait se retrouver dans une situation assez particulière. C'est justement cette vigilance que recommande la Ligue des consommateurs, chez qui cette nouvelle a causé une onde de choc. Face à de pareils cas, la Ligue demande aux consommateurs d'avoir le réflexe d'exposer leurs plaintes aux vendeurs, séance tenante.
Mais au-delà, il peut saisir la Ligue des consommateurs. Si d'aventure cela s'avère nécessaire, nous pouvons assister la personne en justice pour réparer le tort que la personne aurait subi. Selon Dasmané Traoré, ce cas devrait désormais inspirer les consommateurs à ouvrir davantage l'œil et le bon quant aux produits qu'ils achètent. Hormis le poulet, il pointe du doigt le poisson étalé à certains endroits de la capitale. Tout le monde connaît le poisson, l'odeur du poisson, le goût du poisson qui est attrayant et même très attrayant pour les mouches. Pendant que le poisson est étalé, vous n'avez aucune mouche qui le visite. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire. Pourquoi les mouches refusent le poisson? Nous voulons dire que nous sommes grands, mais nous sommes avant tout des êtres vivants. Et nous l'achetons. Il ne faut pas l'acheter parce qu'il est appétissant, il est gros. Mais il faut regarder tout ce qu'il y a autour de ce poisson, l'environnement de ce poisson, avant de s'engager. Parce qu'un poisson ne peut pas s'étaler quelque part comme des fruits. L'autre danger réside aussi dans le mode de conservation de ces denrées alimentaires. Malheureusement, ce à quoi nous assistons au niveau de ces poissonneries, la nuit, on branche le congélateur. Le matin, on débranche pour attendre encore le soir, rebrancher. Donc, à cette allure, naturellement, le poisson va se retrouver à un moment donné, bien entendu, en voie de putréfaction. Il n'est donc plus de qualité et ce n'est pas recommandé de le consommer en ce moment. La municipalité est consciente de tous ces dangers. C'est pourquoi, à travers son service d'hygiène, elle opère des inspections en vue de délivrer un certificat de salubrité nécessaire à l'ouverture et à l'exercice des restaurants. Un service très attendu dans ce cas précis. Cette affaire dite des 2 aiguilles dans l'aile d'un poulet flambé intervient un mois après que le pays ait annoncé la création d'un label pour le poulet bicyclette, l'une des viandes les plus consommées par les ménages, avec 80 000 têtes par jour pour la seule ville de Ouagadougou, selon les chiffres de 2018. Un poulet bicyclette qui subit depuis quelque temps la rude concurrence des poulets importés. Voilà, place à présent à l'entretien. Je vous le disais à l'instant, Madame Mariam Doumbia, promotrice du Festival des Grillades en abrégé, Festigrille, est sur ce plateau pour parler de son événement, mais aussi réagir sur l'actualité. Bonjour Madame. Bonjour, monsieur. Alors, nous venons de suivre ensemble l'élément avec cette histoire d'aiguilles retrouvées dans un poulet prêt à être consommé. Alors vous, qui êtes dans le domaine de la restauration avec votre festival Festigrille, dites-nous comment vous réagissez face à une telle situation? Permettez-moi d'abord de remercier la télévision BF1 parce que j'ai suivi minutieusement tout ce que vous faites à travers l'hygiène et autres. Vous avez vraiment pris à cœur cette affaire qui fait le buzz. Et donc, vraiment, je vous remercie. Je rends grâce à Dieu. Vraiment, ça fait mal au cœur parce que c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Sinon, on voit un peu partout dans tous les domaines où l'hygiène vraiment nous interpelle tous, quoi. Voilà. Et donc, du coup, on voit que tout le monde parle de l'espace morin, l'espace jusqu'au point que même des concurrents profitent de cela. Sinon, l'espace n'a rien à voir dedans. C'est le grilleur seulement qui est là-bas, qui a loué l'espace et bon, qui malheureusement a failli. L'aiguille, moi je ne peux pas expliquer parce que c'était bien que le grilleur soit là pour expliquer un peu la provenance des poulets qu'il a eu à transformer pour qu'on puisse bien débattre là-dessus. Mais c'est très malheureux et je dirais Dieu merci. À quelque chose, malheur est bon parce que si celui qui devait consommer ce poulet n'avait pas fait attention. Après, c'est des maux de ventre, ainsi de suite, quoi. C'est vraiment dommage. Et puis, bon, c'est ensemble, hein, comme la Ligue des consommateurs l'a dit.
C'est ensemble que nous devrons voir comment nous allons y remédier, parce que c'est le consommateur qui peut lui-même s'auto-garder par rapport aux produits qu'il consomme. D'accord, mais ça fait peur quand même, non? Ça fait plus que peur, ça fait très 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 peur. Du coup, j'ai reçu plusieurs appels, des SMS, un peu même de l'extérieur. Parce que comme on est dans le festival, on travaille beaucoup à l'extérieur, les poulets du Burkina sont très prisés. Et ça, même, je me permets de défier quiconque. Le poulet du Burkina est le meilleur, comme je l'ai dit, parce que dans nos excédents de bagarre, quand on voyage, c'est uniquement pour amener le poulet du Burkina, les pintas du Burkina. Et donc, à travers ce qui fait le buzz actuellement, les gens sont un peu réticents. Et justement, vous qui faites la promotion des produits de la grillade, il y a aussi, entre-temps, il y a un peu plus d'une semaine, l'étude du biochimiste, le docteur Raoul Bazier, qui révèle que le mode de cuisson des poulets flambés avec justement la fumée peut provoquer des maladies cancérogènes en fonction de la fréquence de la consommation. Ça aussi, visiblement, oui, en fait, il y a de quoi se poser des questions. Il a raison, mais permettez-moi de revenir un peu en arrière parce que j'ai personnellement rencontré ce monsieur il y a 3 ou 4 ans de cela, quand il voulait préparer sa thèse. Mais j'ai un peu été choquée parce qu'il n'était pas le seul. Il y avait, je pense, si je ne me trompe pas, 3 pays, le Burkina, le Bénin, le Niger ou le Togo. Ils devraient tous prendre des produits. Je pense que le Bénin a pris le poisson, le Niger a pris le kilchi et ils sont tous allés. Mais à notre grande surprise, c'est lui qui fait actuellement le buzz. C'est comme les Moussis le disent, c'est comme si tu prends le caillou et puis tu jettes sur ton pays. Vous auriez préféré qu'il se taise avec le risque qu'il peut y avoir? Pas du tout. En fait, il est biochimiste, il travaille au laboratoire national de santé publique, c'est-à-dire quoi? Il est sous la coiffe d'une structure. Dès qu'il fait sa recherche, il doit rendre compte. Il y a un chargé de communication au laboratoire national, si je ne me trompe pas. Il doit rendre compte et savoir vraiment s'exprimer. Parce qu'actuellement, c'est lui qui fait le buzz, ce n'est pas le laboratoire national qui fait le buzz. Et il y a plusieurs produits qui sont apportés au laboratoire national, comme l'eau, par exemple, et bien d'autres produits. Et donc, c'est lui qui prend la parole, n'étant pas un privé. Il travaille sous la coiffe du laboratoire national de santé publique et il a fait ces études-là que sur des échantillons. Et ça, je le parle avec conviction, c'est sur des échantillons. Ce n'est pas sur tous les produits c'est pas tous les produits c'est pas sur tous les poulets. Mais en même temps, c'est pas un débat, mais ce qu'il fait, il a expliqué que son objectif, sa démarche, c'est pas d'effrayer les gens, c'est pas de porter un coup dur à la consommation du poulet, mais c'est de sensibiliser, parce qu'il dit c'est la fréquence de la consommation. Et il expliquait aussi que c'est pas tous les combustibles qui sont mauvais. Par exemple, il y a certains combustibles qu'on doit privilégier par rapport à d'autres. Donc c'est interpellé aussi parce qu'en même temps, effectivement, son étude prouve qu'il peut avoir des risques sur la santé en fonction de la fréquence de consommation. Donc, il n'est pas forcément là pour porter un coup dur au secteur. Oui, mais nous-mêmes, nous l'avons fait. Depuis 12 ans, nous avons été au ministère des Ressources animales. Nous avons apporté des projets. Et chaque fois, quand je me fais des conférences de presse, après, les gens se moquent de moi parce que j'ai dit que ce que nous faisons, je tenais à préciser, c'est la valorisation des techniques de transformation des produits de l'élevage. D'où ce que le monsieur a eu à faire pour dire quoi? Que nous-mêmes, nous sommes allés plusieurs fois au ministère des Ressources animales pour demander à ce que nous travaillions ensemble. On a même fait le lancement du recrutement des vagues, des jeunes qui vont passer, sensibiliser, former, appuyer les grilleurs pour qu'ensemble, on voie ce dont ils ont besoin. D'accord. Voilà. Alors, vous, justement, face à toutes ces critiques, comment comptez-vous vous y prendre pour justement rassurer vos festivaliers sur la qualité de ce qui va leur être servi pendant ce festival? C'est ce que j'ai dit. Oui. Quand nous allons vers les différents ministères, nous leur disons carte sur table, nous ne sommes pas venus pour demander l'argent, mais de l'accompagnement.
L'accompagnement, c'est-à-dire nous faire assister par des spécialistes en la matière. C'est-à-dire des spécialistes viendront et c'est vraiment l'occasion de rassembler plus de 200, 300 et quelques grilleurs. C'est l'occasion d'être présent et de les sensibiliser. Nous avons été les premiers à demander à ce que les grilleurs ne déposent pas directement les produits sur les grilles. Il faut aller avec des papiers aluminium. Nous avons été les premiers à demander à ce que les grilleurs portent des gants, des cache-nez, bien avant qu'il n'y ait la Covid. Mais ce sont des moyens qu'il faut, ce sont des moyens. Et les moyens, nous les sensibilisons, mais nous sommes qui devant ces grilleurs? Si le ministère ne nous appuie pas, si le ministère n'appuie pas la Ligue des consommateurs, qui ne peut pas sévir, puisqu'ils n'ont pas les moyens. Et ils ne font que sensibiliser, ils se retournent, ils font pire que ça. C'est ça. Est-ce que vous êtes à la 12e édition de votre festival? Oui. Est-ce que durant le festival des grillades, FestiGrill, est-ce qu'il y a souvent des contrôles qualité de la part des services de l'État? Non, mais personne ne nous écoute, ça il faut le dire, hein, c'est dommage, personne ne nous écoute. Mais c'est nous qui faisons, lors des inscriptions, on demande à ce que les grilleurs vraiment soient ainsi. Mais pendant l'activité, c'était mieux que vraiment... parce que ce que nous faisons, il ne faudra pas que les gens oublient, c'est une activité qui est très suivie sur le plan international. Nous valorisons un peu les grilleurs, parce que c'est une activité qui est greffée un peu à la 3e économie du Burkina. C'était 2e, mais l'or est venu prendre le dessus, si je ne me trompe pas. Donc, on doit être assisté. D'accord. Parlons rapidement de votre festival qui gagne de plus en plus en notoriété, année après année. Vous êtes actuellement à la 12e édition. Alors, dites-nous comment ça se prépare et quelles sont les dates déjà? Oui, bon, cette année, le festival aura lieu à Bobo du 21 au 26 et à Ouaga du 16 au 21 novembre et du 21 au 26 septembre. Voilà, sur l'esplanade du stade Sangoulé La Misana. Et à Ouaga, c'est à la Maison du Peuple du 16 au 21 novembre. Les préparatifs vont bon train parce que voilà que nous sommes actuellement sur les bonnes pratiques d'hygiène. Nous allons travailler à mettre l'accent là-dessus et puis voir comment nous allons tourner pendant le festival pour attirer l'attention des grilleurs, de ne pas omettre de mettre l'accent sur les bonnes pratiques d'hygiène. D'accord. Des innovations cette année, rapidement? Bon, pour les innovations, souvent nous aimons garder un peu le suspense. On souhaite que les gens viennent sur le terrain, ils viennent sur le festival et puis constater ce que nous avons apporté comme innovation. Un appel à lancer rapidement aux grilleurs et tout ça? Oui, comme on l'a dit, il faut vraiment que nous-mêmes, consommateurs, nous prenons conscience parce que si tu vas acheter un produit pour consommer, il faut te rassurer que vraiment celui qui le transforme là est sain et que bon, le produit est vraiment sain, quoi. Voilà. Et les grilleurs, on les interpelle parce que c'est une activité noble. Et donc, il faut vraiment qu'ils mettent le paquet pour qu'on puisse manger ces poulets dans la quiétude. D'accord. Merci, voilà. Madame Je vous en Doumbia, prie, d'être passée sur ce plateau pour nous donner tous ces éclairages. Concernant les mesures que vous allez prendre pour votre festival qui aura lieu bientôt à Bobo et à Ouagadougou, vous restez sur notre plateau pour la suite de ce journal. Merci. Eh bien, je rappelle que nous étions avec Madame Mariam Doumbia, promotrice du festival des grillades en abrégé, FestiGrill, qui était là pour nous parler de son événement, mais aussi réagir sur l'actualité en lien avec la qualité des aliments que nous consommons. Et justement, il y a l'affaire du poulet, mais aussi, de manière générale, les produits alimentaires importés, impropres à la consommation. La question est de savoir comment ces produits arrivent-ils à franchir nos frontières sans que les services douaniers ne puissent les détecter. C'est le sujet traité par Mohamadi Congo, élève inspecteur des douanes, dans son mémoire de fin de cycle, et il parvient à la conclusion qu'il y a un manque de coordination entre les différentes structures de dédouanement. Maxime Ilboudo et Benjamin Kwame. Le Burkina Faso est un pays sous forte dépendance d'importations alimentaires, mais la qualité des produits importés laisse souvent à désirer. Des questions se posent donc. Que mangeons-nous et qu'avons-nous dans nos assiettes? La problématique préoccupe l'élève inspecteur des douanes Mohamadi Congo. Dans ses recherches de fin de cycle sur le contrôle de la qualité des produits alimentaires importés au Burkina Faso, l'impétrant note des insuffisances en termes de matériel et d'infrastructures de contrôle.
notamment la plateforme numérique Sylvie, qui est une plateforme de collecte de documents de pré-dédouanement. Il faut remarquer que les différentes structures ne sont pas en interfaçage avec la plateforme Sylvie. Par exemple, le laboratoire national de santé publique qui est en interfaçage, le laboratoire arrive à faire ce travail, mais au niveau de la douane, du moment que l'interfaçage n'est pas totalement à 100%, on n'arrive pas à se connecter. L'importateur va envoyer le document délivré. Nous, on prend le document physiquement, mais est-ce que le document il est authentique? Est-ce que réellement c'est un document qui existe? Si l'interfaçage était effectif au sein de cette plateforme, on n'a même pas besoin d'attendre même le document. Après plus de 2 heures d'horloge de présentation, le jury a félicité l'impétrant pour la qualité du contenu, tout en relevant quelques insuffisances, tant dans la forme que dans le fond du mémoire. L'élève inspecteur des douanes, Mohamadi Congo, obtient à l'issue des délibérations la note de 16,50 sur 20 avec la mention très bien. Pour les élèves inspecteurs des douanes, il peut être prétentieux de penser que le travail qui est présenté va tout de suite être immédiatement utilisable, parce que ce n'est pas toujours des cadres expérimentés. Mais l'innocence de la réflexion ou la neutralité peut interpeller des décideurs plus aguerris et éventuellement ouvrir des pistes. Donc en général, les solutions qui sont recommandées sont examinées par l'administration des douanes et souvent je pense que des solutions adaptées peuvent aussi en sortir. Cette soutenance inaugurale marque ainsi la fin du cycle de formation pour 25 élèves inspecteurs, dont 10 au Burkina Faso, 8 en République démocratique du Congo, 5 en République centrafricaine et 2 du Tchad. L'École nationale des douanes forme 3 cycles. Ici, le cycle des inspecteurs, le cycle des contrôleurs, le cycle des assistants des douanes. Et celui des inspecteurs est sanctionné par une soutenance de mémoire à la fin des 2 années de formation. Et cette année, nous avons 25 élèves inspecteurs qui viennent de 4 pays différents. Et chaque année, les thèmes de mémoire sont variés et ça parle des difficultés que les différentes administrations douanières rencontrent. Ces cadres viennent renforcer l'administration douanière en cette période où le ministère en charge des Finances cherche à mobiliser plus de recettes intérieures pour soutenir la politique nationale de développement. Tout autre chose, à présent, cela fait désormais plus d'1 an que les frontières terrestres du pays sont fermées pour cause de Covid-19. Mais actuellement, avec l'accalmie observée dans les différents pays de la sous-région, surtout en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, l'ADP, l'Alliance pour la défense de la patrie, trouve incompréhensible que les frontières terrestres entre ces 2 pays soient toujours fermées, alors que le flux des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est très significatif. L'organisation demande donc au gouvernement d'envisager avec son voisin ivoirien la réouverture des frontières terrestres afin d'alléger la souffrance des populations des 2 pays. Dans son point de presse animé ce matin, l'ADP s'est aussi prononcée sur la situation sécuritaire. Raoul Nassa et Benjamin Kouani. Cela fait 16 mois que la frontière terrestre entre les pays voisins et le Burkina Faso est officiellement fermée pour limiter la propagation de la Covid-19. La clandestinité est devenue depuis lors le maître mot des populations, surtout à la frontière ivoirienne, avec la corruption et tous les dangers liés à la traversée. Des populations qui continuent de faire des allers-retours au péril de leur vie. L'Alliance pour la défense de la patrie estime que cette mesure restrictive des libertés a atteint ses limites au regard des cas de contamination qui en baissent. Il faut alors réouvrir les frontières terrestres. 16 mois après la mise en œuvre de cette mesure, il est objectif aujourd'hui de reconnaître qu'elle a largement atteint ses limites. Nous interpellons le président Roch-Marc Christian Kaboré en ces termes, à analyser de près la baisse considérable du nombre de personnes touchées actuellement par la Covid-19 au Burkina Faso. Il s'avère nécessaire une concertation avec vos pairs des pays voisins d'ouvrir les frontières terrestres assorties de la présentation d'un résultat négatif au test Covid-19, comme il est le cas depuis plusieurs mois avec les voyageurs empruntant l'avion. Abraham Badolo et ses camarades ne sont pas restés insensibles à la situation sécuritaire actuelle du pays. L'ADP se sent indigné surtout suite aux dernières attaques intervenues à Marcoy, Touéni et Arbinda. La situation sécuritaire au Burkina Faso a atteint à ce jour un seuil inquiétant.
Mais l'heure n'est pas à l'exacerbation des contentieux et des règlements de compte entre les clans politiques et les forces sociales, soutient l'ADP. Il faut une unité de cœur et d'action pour venir à bout de ce mal qui a assez endeuillé les Burkinabés. Nous sommes en guerre. Et cette guerre est une guerre asymétrique. Ce qui implique même la complicité de certains Burkinabés. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'abord que les Burkinabés coopèrent avec les services de renseignement pour qu'on puisse quand même parer à toute éventualité. Si aujourd'hui vous apercevez des djihadistes en train de circuler et que vous n'êtes pas en mesure d'alerter les FDS, il y a problème. Il faut d'abord que nous-mêmes, nous nous sensibilisons d'abord. Également, il faut que nous encourageons nos FDS. La situation est certes difficile, mais il sied pour le Burkina Faso de compter sur ses propres forces, car les pays voisins, sur qui souvent les regards sont jetés, se soucient eux aussi du bien-être de leur population, indique l'Alliance. Dans la zone frontière du Burkina Faso, du Mali et du Niger, 600 soldats tchadiens ont marqué leur retrait. Alors que le danger est encore permanent dans cette zone, la vigilance doit rester de mise du côté des FDS burkinabés, lance Abraham Badolo. Il demande par ailleurs plus de solidarité entre les chefs d'État du G5 Sahel, en particulier les 3 pays cités, pour plus de résultats tangibles, perceptibles dans la lutte contre le terrorisme. Eh bien, l'union des forces, c'est ce que propose également le Socle citoyen pour la libération, un nouveau parti politique porté sur les fonds baptismaux. Hier 24 août à Ouagadougou, il est présidé par David Moyenga, un visage assez bien connu de la scène politique burkinabé pour avoir été député sous la transition. Le parti se veut d'obédience panafricaine pour la libération du Burkina Faso et des peuples africains. Il souhaite également une refonte de l'État, car sa forme actuelle, dit-il, n'est pas favorable au développement. Arsène Konitamdi. Le Socle citoyen pour la libération est un parti panafricain qui prône la rupture avec les pratiques aux antipodes des valeurs fondamentales de l'État de droit. Pour les leaders de cette nouvelle formation politique, l'État actuel est de type néocolonial et ne saurait garantir les intérêts des masses. Ils préconisent donc de substituer à l'appareil actuel une nouvelle administration plus soucieuse des intérêts du peuple. L'État que nous voyons là, c'est un État avec une empreinte, une ossature et une mission néocolonialiste qui est là. Des acteurs politiques de notre pays de 1960 aujourd'hui, chacun vient prendre cet appareil qu'il garde dans la même nature et il l'anime et puis il la laisse. Mais ça reste l'appareil néocolonial. Mais nous pensons qu'il faut, aujourd'hui là, il faut déstabiliser cet État-là et puis remettre un autre État dont la mission cette fois-ci, ça va être une mission dans l'intérêt, dans le développement. Depuis 2016, le Burkina Faso est affecté par une crise sécuritaire qui a fait de nombreux morts et plus d'1 million de déplacés. La mobilisation populaire est le seul moyen de mettre fin à cette crise, selon le Socle. Cette crise-là, pour la résoudre, on a besoin d'une véritable mobilisation populaire. Vous n'avez pas encore vu ce sursaut national, hein? Est-ce qu'il y a eu un sursaut de ce type-là? Pour l'instant, non. Je sais qu'il y a des appels, mais il n'y a pas de sursaut. Pourquoi? La deuxième condition, c'est à cela que je voulais venir, c'est qu'il faut justement la légitimité des animateurs de l'État pour ne pas dire, mais du système en place, du pouvoir en place. Le Burkina Faso fait face à de nombreux autres défis et les hommes qui le dirigent ne semblent pas à la hauteur des enjeux du moment selon le Socle. Le parti préconise l'émergence d'une nouvelle classe politique. Primo, une libération politique qui consiste tout simplement à substituer tous les anciens acteurs politiques quarantenaires qui monopolisent les institutions et l'État. Et secondo, une libération du joug des intérêts coloniaux qui pèsent sur nos rapports au niveau international et également une libération nationale parce que notre pays aujourd'hui est attaqué et notre pays est envahi. Les responsables du Socle appellent tous les partis, mouvements, associations et autres organismes
éprouvant le besoin de rupture de se joindre à eux. Ils espèrent faire tache d'huile avec ce nouveau parti afin d'être prêts pour les prochaines joutes politiques. Prenons à présent la direction du palais de Kosiam où le président du Haut Conseil du dialogue social et ses collaborateurs sont allés remettre le rapport au chef de l'État. Occasion pour le professeur Jean-Marc Domba de dresser le bilan de ses activités, un bilan plutôt satisfaisant, dit-il. Le rapport a aussi fait des recommandations pour apaiser les tensions sociales au Burkina Faso. Plus de précisions avec Jean-Marc Domba, président du Haut Conseil du dialogue social. C'est le rapport général donc, des activités du Haut Conseil du dialogue social depuis sa création jusqu'en 2021, c'est-à-dire les 3 ans de fonctionnement. Nous avons également remis au président du Faso un fascicule que nous avons fait concernant la création du Haut Conseil du dialogue social. C'est-à-dire la genèse et comment ça s'est déroulé et quels ont été les principaux acteurs. Parce que il faut couper court à un ensemble de rumeurs qui font croire que c'est le gouvernement qui a décidé de créer l'institution, alors que ce n'est pas du tout le cas. Tous les acteurs du monde du travail ont pris part. Les crises qui ont été résolues, c'est essentiellement les crises dans le secteur du bâtiment et les crises dans le secteur du transport. C'est là où nous sommes intervenus et nous avons pu, disons, apaiser les tensions et même amener, si je prends le cas des transporteurs, les accompagner pour la création de leur fêtière. Nous avons pu donc conduire à bon port ce processus-là. Et nous continuons toujours à suivre parce que la question n'est pas totalement résolue. De nos jours, c'est un euphémisme que de dire que l'Internet s'est introduit dans notre quotidien, occupant du coup une place de choix à tous les niveaux de la société. On parle de plus en plus de gouvernance de l'Internet. Pour la 7e fois consécutive, des acteurs du numérique se retrouvent à Ouagadougou pour évoquer les défis liés à leur domaine. Il est question de former des formateurs de la gouvernance de l'Internet et des systèmes d'information au Burkina Faso. Justin Amanto. En ce 21e siècle, Internet occupe une place importante dans la société. Au Burkina Faso, l'ONG Initiative TIC et Citoyenneté se veut un moteur de renforcement de capacités de futurs experts en numérique. Avec l'appui du ministère en charge de l'économie numérique, l'ONG Initiative TIC et Citoyenneté débute ce 24 août la 7e édition de la formation des formateurs de la gouvernance de l'Internet, FFGI. Pendant 5 jours, il sera question de préparer les participants à gérer les ressources critiques d'Internet. Ce séminaire de formation a comme objectif d'outiller les experts africains, surtout francophones, pour pouvoir participer à ces cadres d'échange et assurer, comme je l'ai dit, ce qui est important, la souveraineté numérique de l'Afrique et protéger les ressources critiques d'Internet. Cette année, la formation connaît la participation de 18 pays, dont 13 pays africains. Parmi ces pays figurent la Côte d'Ivoire, le Togo et le Burkina Faso. Pour le président du comité d'organisation de FFGI, Internet connaît chaque jour des innovations, ce qui nécessite des mises à jour en matière de formation numérique. Internet actuellement est dans tous les secteurs de la vie humaine, donc avec des changements rapides. Ça impose donc qu'il y ait des gens qui soient très informés, très à jour, qui permettent de prendre des décisions rapidement, de manière à ce que notre nation exploite au mieux les opportunités de ces innovations pour construire la prospérité du peuple burkinabé. L'initiative FFGI bénéficie de l'accompagnement de la CEDEAO et de la francophonie, entre autres. La préoccupation de plusieurs nations reste la souveraineté numérique et la maîtrise de la cybersécurité. Sport, football, avant de nous quitter, et la liste des étalons qui vient de tomber, une liste en prélude aux affrontements contre le MENA du Niger et les Fennecs d'Algérie entrant dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde
Qatar 2022, le sélectionneur Kamou Malo a convoqué 27 joueurs. On note l'absence de Charles Kaboré, Alain Sibri Traoré et les retours de Brian Dabo et de Blati Touré. Madi Zongo et Abdou Azissari. Le sélectionneur national Kamou Malo a publié ce 25 août la liste des joueurs convoqués pour les 2 premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. De prime abord, cette liste semble tourner la page de la génération 2006, dont les derniers représentants étaient Charles Kaboré et Alain Sibiri Traoré. En effet, les 2 milieux de terrain aujourd'hui libres de tout contrat ne sont pas parmi les retenus. L'autre fait frappant est aussi l'absence de 2 éléments de la colonne vertébrale du 11 burkinabé. Edmond Faisal Tapsoba du Bayer Leverkusen, l'homme fort de la défense, et Bertrand Isidore Traoré, le leader technique des étalons, ne seront pas du voyage au royaume chérifien pour cause de blessures. Nous pensons, le staff et moi, nous avons réfléchi que le véritable chantier, en tout cas, que nous avons dans cette équipe des étalons, c'est surtout en son milieu de terrain. Et là, vous allez constater que nous avons fait appel à des jeunes garçons, en tout cas que nous espérons en tout cas pouvoir nous donner satisfaction, parce qu'on a absolument besoin d'injecter du sang neuf dans ce secteur de jeu. Visiblement, Kamou Malo n'a pas eu ce qu'il voulait avec ces jeunes. C'est pourquoi il a appelé des éléments comme Blati Touré, Adama Gira et Brian Dabo. Plus expérimentés et rompus à la haute compétition, ils sont à même de donner plus d'équilibre à cette équipe. Affronter le Niger et surtout l'Algérie à moins d'une semaine est loin d'être une partie de plaisir. Pour cause de suspension du stade du 4 août, les étalons seront face au MENA le 2 septembre avant de défier les Fennecs le 7 septembre à Marrakech au Maroc. Ces matchs comptent pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, zone Afrique. Voilà, nous souhaitons une très bonne chance à nos étalons. Puisse Dieu fasse qu'ils se qualifient pour la Coupe du Monde Qatar 2022 pour la première fois de l'histoire du Burkina Faso. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à nos programmes. Bonsoir.